Nous, c'est le grand bain de la vie locale. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac. Ensemble, Sur le 92.1. et en DAB. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Eve sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Grand Lac. J'espère que vous allez bien et que vous vous hydratez bien par ces fortes chaleurs. Et justement, en parlant de boissons, ce soir, dans C'est local et c'est bon, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Emmanuel Martin qui va nous présenter le Café des Alpes. Mais attention, on ne parle pas de café lambda, mais bien de café pure origine, synonyme de qualité, éthique et torréfié en Savoie, bien évidemment. Dans la seconde partie de mon émission, on va parler plutôt gourmandise décomplexée avec la chef pâtissière Mathilde Lachèvre pour se faire plaisir sans culpabiliser. On commence avec vous, Pierre-Emmanuel, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment pour votre venue dans nos studios. C'est un plaisir. Comment allez-vous ? Plutôt pas mal, chaudement. Chaudement, comme tout le monde. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et nous retracer un peu votre parcours ? Écoutez, moi j'ai un parcours assez typique ou atypique, ça dépend comment on se place. Après pas mal d'années comme cadre dans de grands groupes, je sais pas si je les cite, j'ai fait partie du groupe Nestlé, j'ai travaillé aussi chez Lavazza dans le café, j'ai travaillé aussi chez Follier, entreprise locale. Donc j'ai créé mon entreprise il y a maintenant presque 10 ans. Oui. Pourquoi ? Parce que j'étais passionné par le monde du café et que ça faisait pas mal d'années que j'avais aussi l'envie de me lancer et de devenir indépendant. Voilà. Et comment vous est venue cette passion pour le café ? J'ai fait tout mon parcours dans l'agroalimentaire et c'est vrai que après on est attaché à un milieu. Après on est en France, donc on aime bien manger, bien boire et se faire plaisir autour d'une table. Et ça a toujours été pour moi, tout ce qui touche à l'alimentaire a toujours été une passion. Et du coup, pourquoi le café ? Je suis un peu tombé dedans parce que paradoxalement, je crois que jusqu'à mes 30 ans, je buvais quasiment pas de café. Ah oui ? Ouais, j'étais vraiment pas branché café. Et puis j'ai découvert le café petit à petit par le biais professionnel parce que je faisais pas mal de routes et puis que c'était un peu l'arrêt pour faire la pause au bord de la route, prendre un café, se maintenir en forme pour pas s'endormir. Ouais. Et du coup, j'ai eu la chance et l'opportunité de rentrer chez Lavazza il y a maintenant il y a presque 20 ans, c'était sur Paris. Et donc j'ai travaillé chez Lavazza, paradoxalement, où moi qui n'étais pas un grand buveur de café, j'ai découvert la passion du café. Voilà, on m'a appris la passion du café. Et est-ce que vous avez suivi une formation par la suite de barista, torréfacteur ? Oui, tout à fait. Ouais. Avant de monter mon entreprise, j'ai fait 3 semaines de formation à Paris. Il y a quelques coffee shop torréfacteurs sur Paris qui proposent en effet des torréfactions, qui proposent des formations à la torréfaction et au côté barista, ouais. D'accord. Et ça dure combien de temps à peu près cette formation ? Moi, ça a duré 3 semaines. 3 semaines. Je me suis mis sur une formation de 3 semaines parce que je voulais un truc complet. Après, savoir que tout ce qui est torréfaction et tout, il n'y a pas vraiment de diplôme d'État, il n'y a pas il y a une petite reconnaissance maintenant parce que on parle aussi de meilleur ouvrier de France au niveau des torréfacteurs. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'on va dire que le café, on a un petit côté parent pauvre de tout ce qui peut exister en pâtisserie, en boulangerie, en boucherie, dans tous les autres métiers artisanaux. Voilà. Et après la formation de torréfaction, c'est une formation, on va dire, comme l'a dit ma formatrice, qui est d'origine guatémaltaise, qui est née dans les caféiers, elle m'a dit, maintenant, j'ai t'ai appris un squelette, à toi de développer ton propre spectre et d'habiller tout ça, quoi. C'était un peu ça. C'est-à-dire qu'après, chaque torréfacteur a sa façon de travailler, a sa façon de faire ses cuissons. Ça va dépendre de la machine, ça va dépendre des choix des cafés. Donc, il y a pas mal de choses qui vont rentrer en compte. Oui, c'est pour ça peut-être certainement même qu'un café ne ressemble pas à un autre. Il y a vraiment... Alors là, toute la difficulté de notre boulot, c'est de faire passer le message aux gens qu'il y a plein de sortes de cafés différents, qu'il peut y avoir plein d'arômes différents dans le café
et que la façon dont il est préparé, comme il est cuit, ça va être aussi différent. Moi, je vais cuire, on prend un café d'Éthiopie, un confrère va le cuire différemment, moi je vais le cuire d'une autre manière, et le goût peut être un peu différent. Voilà. Oui, il y a vraiment... Et c'est vrai que ça, c'est la seule chose aujourd'hui où je pense que les gens, le café reste le café. Bon, ouais, on achète un café, il vient du Brésil, du machin. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même, on va dire, depuis une dizaine d'années, donc ce que je fais moi, c'est-à-dire le café de spécialité, a apporté un côté plus pointu. Et on commence à avoir une clientèle de plus en plus intéressée, motivée et cultivée sur le café. Moi, j'ai des clients qui en connaissent plus que moi. Ah oui. Donc, parce qu'ils s'intéressent vachement au café. Et c'est vrai que, pour donner un petit ordre d'idée, on a à peu près 550 bases aromatiques différentes dans le vin. Ah oui. On en a 800 dans le café. Ah oui. Donc, on parle aujourd'hui de caféologie. On parle de sommelier du café, parce que on trouve des choses extraordinaires dans le café. Ouais. Et c'est pas lié au fait qu'on va rajouter des choses. Hein, c'est pas du tout ça. C'est vraiment les graines, l'origine, le terroir, le climat. Tout va jouer dans ce qu'on va ressortir en tasse. Ouais, plus de 800 alors. Base aromatique, c'est-à-dire qu'après, il faut être très pointu, mais on peut trouver à peu près 800 bases aromatiques. Alors, je parle bien sûr des arabicas, hein, parce que sur le marché, on a le robusta et les arabicas. C'est dans les arabicas que c'est le plus intéressant de travailler. Après, le robusta, par contre, à l'inverse, c'est un café qui est très basique, qui va servir essentiellement pour les mélanges, qui apporte beaucoup de caféine, beaucoup d'amertume, et voilà. C'était justement l'une des questions que je voulais vous poser. La différence entre l'arabica et le robusta. Bon, maintenant, on sait. Et est-ce que vous avez d'autres passions à part le café ? Alors moi, après, d'autres passions, je suis plutôt passionné par les voitures, les vieilles voitures. D'accord. Et puis après, j'essaye de faire encore du sport quand je peux. Donc, je suis plutôt, moi, branché cyclisme. D'accord, ok. Moi, j'aime bien poser cette question pour en savoir un peu plus sur vous, mais on va revenir après au café. Hein. Et donc, du coup, vous dites que vous avez créé la marque Café des Alpes il y a presque 10 ans, c'est ça ? C'était quand précisément ? C'était en 2016. En 2016, ouais. Ah oui, ça approche effectivement. Et pourquoi avoir voulu créer votre propre entreprise de torréfaction ? Alors ça, c'était quelque chose qui me trottait dans la tête, je crois, depuis que j'étais étudiant, parce que déjà quand j'étais étudiant en école de commerce, avec 2 potes, on avait créé une petite association, et c'est très marrant parce que l'association, c'était l'intitulé de mon entreprise actuelle. Donc c'était pas Café des Alpes, mais en fait c'est l'intitulé de ma SASU. Et c'était Trade, Alpes Trade, et aujourd'hui ma société a à peu près le même nom. D'accord. Et j'avais créé ça avec 2 potes, et c'était un peu pour s'amuser à créer une société, voir un peu ce que c'était, et on s'était lancé un peu dans le trading international, parce que j'étais en commerce international, voilà. D'accord. Et puis après, comme tout le monde, j'ai poursuivi mes études, et puis après je suis devenu salarié, mais ça m'est toujours resté dans la tête. De vous lancer à votre propre compte. Et puis après, il arrive des moments dans la vie où on a voulu, involontairement ou volontairement, on se retrouve dans des situations où on se dit, tiens, si c'est le moment ou pas de créer sa boîte et de se lancer, quoi. Donc là, 2016, c'était le moment. Voilà. Et où êtes-vous situé, en fait ? Où est le Café des Alpes ? Alors moi, je suis basé à Chambéry. Ça, c'est le siège administratif de ma société. Et par contre, j'ai mon atelier de torréfaction et boutique sur Saint-Pierre-d'Albigny. Sur Saint-Pierre-d'Albigny. Entre Chambéry et Albertville. D'accord. Et si vous deviez décrire votre marque en 2 adjectifs ? Moi, le but, c'était de créer une marque. Moi, je suis foncièrement... alors, je suis pas un vrai Savoyard, hein, je suis un Savoyard d'adoption. Moi, je suis né à Grenoble, mais bon, je suis un Alpin, on va dire. Oui. Voilà, donc les Alpes et la région alpine, c'est ma vie. Et donc, je voulais créer une marque qui se rapproche des Alpes dans un premier temps, et puis jouer aussi une carte, on va dire... de choses, ce qu'on sait faire aussi ici, hein, que ce soit en Isère, en Savoie, en Haute-Savoie, c'est-à-dire faire de la qualité, faire du produit régional, vendre, je dirais, notre région, quoi. Oui. Parce qu'on a quand même la chance d'être dans une belle région. C'est sûr. Qui propose plein de choses. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui nous envient en France, voire en Europe, puisque cet après-midi, j'ai eu le plaisir d'avoir la visite de 2 Néerlandais à ma boutique. Et c'était assez marrant parce qu'ils partaient en rando dans les Alpes. Oui. Et
Et voilà, et donc c'était de faire quelque chose de qualitatif et puis vraiment avec le symbole des Alpes, puisque le symbole de mon logo c'est le bouquetin. Donc oui. voilà. Oui, tout à fait. Très impliqué. Donc valeur forte, on va dire locale et qualité. Exactement. Pour définir le café des Alpes. Et combien de personnes travaillent au sein de moi et moi. Voilà, tout seul. C'est ce qui me semblait. Je suis un pur artisan. Ouais. Donc ça fait du sacré boulot quand même tout ça. Vous gérez à la fois la boutique. C'est sûr que oui. Bah après, je suis en pleine réflexion par rapport à un développement futur parce que là, je commence à vraiment saturer tout seul. Ouais, ça fait quand même beaucoup de travail. Hein. Surtout, moi, ce qui me prend beaucoup de temps, je suis torréfacteur, donc ça, malheureusement, et heureusement, mais le fait que je transforme mes produits, ça, c'est très, très chronophage. Bah oui. Ouais. Donc ça me prend beaucoup de temps de cuire. Plus je vais avoir de commandes, plus je vais avoir de demandes de café, plus il va falloir cuire et plus ça me prend du temps et ça me laisse beaucoup moins de temps pour le reste de l'activité. Oui. Puisque après, je fais mes livraisons, je fais du commercial, je fais de la prospection, je fais de l'administratif, je gère mon site internet et puis je suis chef d'entreprise. Voilà. Donc oui, ça fait vraiment beaucoup de métiers tout en un. Après, on est en plein dedans. Si je peux rajouter, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est un peu dommage en France, c'est qu'on va pas on va pas simplifier les choses pour une toute petite entreprise versus, c'est-à-dire que moi j'ai les mêmes comptes à rendre que des grosses entreprises alors que je suis tout seul parce que mon statut me l'impose. Donc ça, c'est ce qui me prend aussi beaucoup de temps. L'aspect administratif, j'imagine. Ouais. En France, malheureusement, c'est, je pense, le cas à beaucoup d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise. On va parler maintenant un peu plus café. Donc, quand on va sur votre site, justement, on voit, vous parlez de café pure origine. Tout à fait. Qu'est-ce qu'un café pure origine ? Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le but de la démarche, c'est de montrer aux gens qu'il existe plein de différences d'arômes dans les cafés, plein de différences d'intensité, plein de différences, je vais dire, dans les forces de café naturelles. Et le café pure origine, c'est d'aller vraiment chercher une qualité vraiment premium. C'est-à-dire que là, on va prendre des grains sur, en général, des petites coopératives, des petits terroirs, où c'est vraiment la qualité qui est mise en avant. Voilà. Donc, on va souvent avoir des récoltes manuelles, à la différence souvent des cafés industriels où on aura des récoltes mécaniques. Et puis surtout, c'est après dans tout le traitement du café où la différence va se faire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le café, c'est un arbre, le caféier. Il y a à peu près, dans l'Arabica, entre 25 et 30 variétés d'arbres. Voilà. Donc, selon les terroirs, selon les altitudes, les arbres vont être différents et vont donner un fruit qui est une cerise, en fait. Ça ressemble à une cerise et ça se présente sous forme de grappes, comme des grappes de raisin. Donc ça va être en clair vendangé. Et après, ça va être trié. Et en fait, la particularité du café, c'est que c'est la graine de cette cerise qui va donner le grain de café que moi, je vais torréfier, cuire, et que après vous allez boire en café. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le fruit, finalement, aujourd'hui, n'a pas de grande utilité. Donc souvent, on le laisse pourrir. Et c'est dans toutes ces méthodes, en fait, de transformation pour obtenir la graine, c'est là où on va faire la différence entre du café, je vais dire bas de gamme, ou du café industriel, ou du café premium, comme moi je vais faire. Voilà. C'est-à-dire que les processus, souvent, moi j'ai des cafés qui mettent 3 à 4 semaines avant d'être expédiés, alors qu'un café industriel peut être expédié en 48 heures. D'accord. Voilà. Donc c'est toute cette différence de processus. Oui, que c'est forcément un peu plus long, mais il y a plus de savoir-faire derrière. C'est-à-dire qu'il y a du tri manuel, on va bien laisser sécher, on peut rincer les cerises, les faire tremper dans l'eau pour que ça dépulpe, ce qu'on appelle dépulper, pour que la cerise pourrisse un peu et que la graine sorte. Ça libère la graine, Si le pays a moins d'eau, on va les mettre au soleil. Parce que là, pour les faire sécher. Parce que là, on va les faire sécher à l'inverse, pour les faire que ça sèche et puis qu'on ressorte la graine. Donc voilà, c'est tous ces processus-là que soit on les fait avec mécaniquement, parce qu'à ce moment-là, on peut trier dans des herses et puis faire ébarber un peu le fruit. On rince la graine, on la met dans des fours, on la sèche et puis 48 heures après, on met tout ça en sac et c'est parti. Et après, ça va aussi jouer sur la qualité du grain qu'on va obtenir. C'est pour ça que moi je vais avoir des grains souvent, moi ce que me disent les clients, c'est que mes cafés présentent des spectres gustatifs intéressants. Voilà. Alors que des fois, les cafés de grande marque, c'est des Arabica, ok, mais après vraiment la différence est compliquée à trouver, quoi.
Ouais, il n'y a pas forcément autant d'arômes. Mais après, voilà, c'est pas. Moi, je critique pas parce que après, c'est la complexité du café. C'est que quand vous êtes un industriel et que vous devez torréfier 3, 4, 5 000 tonnes par an, vous pouvez pas vous servir sur les marchés de café premium comme moi je fais. C'est aussi ça. Oui, c'est-à-dire c'est sûr. que vous êtes obligé de faire venir des cafés de plein d'origines et puis de faire des mélanges, des choses comme ça. Voilà, je dirais qu'ils sont un peu condamnés à faire ça. C'est un choix stratégique aussi qui est différent. Voilà, tout à fait. Ouais. On va parler un peu plus torréfaction, et notamment la torréfaction lente. J'aurais aimé savoir en quoi cela consiste et quel est l'intérêt. La torréfaction lente, en fait, alors déjà, va dépendre du torréfacteur que vous avez. Par exemple, moi, forcément, elle est un peu plus lente puisque moi, j'ai un torréfacteur électrique. Donc, c'est une cuisson qui est différente, qui est plus à cœur, qui est plus homogène. Certains sont plus partisans de la torréfaction électrique, d'autres vont être plus partisans de la torréfaction au gaz. Voilà. Et après, pourquoi torréfaction lente ? C'est souvent le discours, c'est de se mettre en opposition aux torréfactions industrielles qui aujourd'hui vous torréfient des cafés en 90 secondes. Sur certaines grandes marques agroalimentaires que je ne citerai pas, où voilà, et on vous fait des torréfactions, ce qu'on appelle des flash torréfactions dans des étuves. Enfin bon, c'est des systèmes où en 90 secondes, le café, on obtient le même résultat que moi, en gros, en 20-22 minutes. Oui, d'accord. Oui. Voilà, donc rien à voir. Rien à voir. Voilà. Après, on peut tout rapprocher par rapport à ce qui se passe, je sais pas, en cuisine, en pâtisserie, c'est pareil, c'est-à-dire on sait qu'en cuisine, il peut y avoir des cuissons lentes, en pâtisserie, il peut y avoir des cuissons lentes, il y a des choses comme ça, et puis après, vous comparez à une préparation manuelle ou une préparation tout automatisée. Donc, on est toujours dans ce même registre. Oui. Voilà. Ouais. Et du coup, ça a un enjeu aussi au niveau de la conservation et de l'optimisation des qualités gustatives. C'est-à-dire que moi, gustativement, c'est sûr que mes cafés, normalement, si je me plante pas dans la cuisson, et après, ça peut aussi dépendre des récoltes. Moi, je le remarque, après 10 ans, j'ai du recul, on voit que sur les mêmes cafés que j'achète chaque année, d'une récolte à l'autre, je peux perdre un peu en arôme, ça arrive, parce que le temps a changé, parce qu'il a fait plus froid, parce qu'il y a eu trop de pluie, parce que ci, parce que là. Donc ça, c'est hyper important. Et après, après aussi, la différence, c'est que moi, je vends du café qui n'est pas mis sous vide dans mes paquets, donc qui reste vivant. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi, mon café, une fois torréfié, son ennemi, c'est la lumière et l'oxygène. C'est-à-dire que le café torréfié, il a une corrosion. D'accord. Voilà. Donc, cette corrosion, c'est ce qui va faire que votre café, au bout d'un an, si je prends le mien, puisqu'il n'est pas mis sous vide, surtout les cafés moulus, ils vont avoir tendance à perdre un peu en arôme. D'accord. Voilà. Ok. Donc, c'est pour ça que moi, je dis sur mes paquets, consommation optimale dans les 6 mois. Dans les 6 mois. Maximum 12 mois si c'est du grain, parce que après, ça sera jamais mauvais, il n'y a pas de souci particulier, mais par contre, l'arôme ne sera plus le même. Oui, ça va changer le goût, mais exactement. Après, voilà. Ouais. Donc on le consomme plutôt rapidement. Mais généralement, moi étant une grande consommatrice de café, le 1 kg, il passe assez vite. On est deux. En général, on ne conserve pas 6 mois. Je préfère que moi, mes clients m'achètent des petites quantités régulièrement que de stocker des 10-20 kilos et de les passer sur une année. Parce que pour le coup, au début, ça ira. Et puis après, je pense qu'ils seront peut-être un peu déçus, parce qu'ils vont dire, du coup, ça n'a plus le même goût. Mais oui, forcément. Oui, forcément. Et du coup, d'où viennent vos cafés, vos matières premières ? Comment est-ce que vous sélectionnez vos fournisseurs ? Alors, de toute façon, le marché du café, on le vit en ce moment avec les complexixités économiques qu'on vit en ce moment, comme les chocolatiers. C'est-à-dire que nous, le café, on a pris entre 60 et 80% de hausse sur les 8 derniers mois. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que le café est coté à New York, l'Arabica est coté à New York et le Robusta est coté à Londres. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les prix du café sont imposés au niveau mondial. Après, en tant que petit torréfacteur, il n'y a pas vraiment de miracle. C'est-à-dire que moi, je suis obligé de passer par des plateformes, des grossistes qui aujourd'hui proposent des cafés industriels ou des cafés premium. J'ai la chance de pouvoir bosser en direct avec. Alors j'avais 2 producteurs avec qui je bossais en direct. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que après, on rentre dans des systèmes où il faut que la personne qui vous importe le café fasse toutes les démarches au niveau de la douane, des conteneurs qui vont venir de l'étranger, etc. Parce que moi, petite société, je peux pas me permettre de prendre sur moi des responsabilités juridiques, etc., de faire venir un conteneur du fin fond de la Colombie.
Voilà. Après, il faut avoir quelqu'un sur place qui vous ayez 200% confiance, parce qu'une fois que vous avez payé la marchandise, elle met 6 semaines à venir. Et puis, il faut être sûr de ce que vous recevez, que la qualité soit bonne, etc., etc. Donc ça, je sais qu'il y a des torréfacteurs, par exemple sur la région parisienne, qui sont, on va dire, entre les deux. C'est-à-dire, c'est pas des industriels, mais c'est des gros artisans. Eux, ils peuvent se permettre de faire ça parce que souvent, ils arrivent à lier avec des gens locaux, voire même à acheter certains des parcelles de caféiers. D'accord. Donc, ils arrivent à faire ça. Alors moi, du coup, je le fais, par exemple, moi, je fais un café de Madagascar. Je vais être livré cette semaine. Donc là, pour le coup, je travaille directement avec le producteur. Ah, ok. Alors, c'est un Français qui est installé à Madagascar depuis 30 ans. Et lui, en fait, l'histoire, c'est que à la base, il fait tout ce qui est vanille, cannelle, curcuma. Ouais. Et dans les terrains qu'il a rachetés là-bas, il est tombé sur des caféiers, puisqu'il y a certains types de caféiers à Madagascar qui sont endémiques. Endémique, ça veut dire qu'ils poussent naturellement. D'accord. Il n'y a pas de culture particulière. Ah, ok, les caféiers sauvages. À l'orée des forêts. Voilà. Et du coup, moi, je lui achète quasiment toute sa production annuelle. Ah, c'est bien. Donc ça, c'est un bon deal. Et surtout que lui fait toutes les démarches. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que lui, de toute façon, comme il ramène sa vanille, sa cannelle, son curcuma, enfin, pas mal de choses. Il fait du poivre, enfin, il fait pas mal de produits de Madagascar qui sont certifiés bio en plus. Donc lui, il ramène 1 ou 2 conteneurs par an. D'accord. Et donc, après, moi, dès il rentre de Madagascar, là, et donc là, je vais avoir ma livraison de café. Ah, très bien. Voilà. Et donc, niveau format de café, donc vous avez dit que vous commercialisez donc des cafés moulus, mais aussi en grains. Ouais. Donc les deux. Ouais. Pas de. Alors moi, je suis amatrice de café, j'aime pas, mais pas de capsules, ce genre de choses. Je pense. Alors, j'en ai eu fait au tout début. Début, je m'étais fourni chez j'avais acheté des capsules biodégradables. Ouais. Pour être vraiment dans le bio et tout ça, mais ça me demandait un tel travail parce que je faisais tout moi-même. Tous les remplir, donc maintenant il existe en fait, des machines sur lesquelles on peut investir qui vous font votre café en capsule. Donc aujourd'hui, c'est une réflexion que j'ai parce que c'est vrai que malheureusement la capsule est très demandée quand même. Ouais, c'est demandé. Et moi j'ai beaucoup de gens qui me disent c'est dommage, on aimerait bien acheter en capsule. Voilà. Bon après la capsule reste quand même c'est compliqué parce qu'on a quand même une perte de qualité. C'est ça, ouais. Parce que dans une capsule on met entre 5 grammes et demi de café. Ouais. C'est compliqué d'obtenir la même qualité que quand vous allez faire un expresso à la maison, si vous avez une machine à grains par exemple. Vous allez en général broyer entre 7 et 9 grammes de café. Donc c'est compliqué avec 5 grammes d'obtenir la même chose qu'avec 8 ou 9 grammes. Voilà. C'est sûr. Et combien de cafés proposez-vous ? Alors moi c'est fluctuant, je crois que je suis allé jusqu'à 17 ou 18 cafés différents. En ce moment je suis un peu en position basse, je dois être à 14, simplement parce que souvent je peux avoir des problèmes d'appro. Ouais, ah oui. Par exemple, là, vous voyez, j'ai un café du Pérou qui est très demandé, que je fais depuis 8 ans. Là, en ce moment, j'en aurais pas avant début août. D'accord. Voilà, parce que c'est une petite coopérative au Pérou qui produit et que là, ils sont en pleine récolte et que les sacs vont arriver mi-juillet, fin juillet. Oui, mais ça, c'est des choses que vous ne contrôlez pas. Après, j'essaye d'anticiper le stock, mais la problématique, il suffit, cette année, j'ai vendu plus de Pérou. D'accord. Donc, du coup, rupture. Ouais. D'accord. Et puis après, il y a des cafés. Moi, j'avais un très bon café, pareil, que je prenais en direct du Salvador. Et le gars a disparu. Disparu. J'étais en contact avec lui, puis un beau jour, plus de nouvelles. Donc ça, c'est aussi la problématique quand vous prenez en direct. Ah oui, c'est parce que ces cafés étaient super bons et tout. Et lui, en fait, c'était son père et son frère qui avaient une exploitation. Ils faisaient du chocolat et du café là-bas au Salvador. D'accord. Donc pendant 2 ans, moi, je me suis approvisionné chez lui. Puis un beau jour, plus de réponse au téléphone, plus d'Instagram, plus rien. Et vous êtes... comme on dit, gros gens comme devant. Ah ouais. Et du coup, moi, les clients me disaient, vous aviez un super Salvador, machin. En plus, il avait 2 belles variétés de produits du Salvador. Ah oui, c'est dommage. Donc, je me suis rabattu, chez mon grossiste où j'ai trouvé un équivalent. Mais voilà. Donc, c'est aussi ça la difficulté. Les aléas. Quand vous faites du direct, c'est compliqué parce que
Alors c'est vrai que certains clients me disent mais ça doit être super, vous voyagez et tout. Ben non, parce que ça me prendrait tellement de temps si je veux faire le tour de la ceinture tropicale pour aller chercher tous mes cafés. Et en plus, ça sera pas forcément, c'est pas parce que je rencontre un producteur en local que je vais pouvoir lui acheter en direct. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires dans ce milieu. Donc de toute façon. Ouais, c'est sûr. Certains de vos cafés sont certifiés. Oui. Agriculture biologique, il me semble. Hein. Ouais. Et vous... je suis certifié biologique. Ouais. Sur tous? Non. Ah non, oui, sur certains, ouais. Non, par contre, moi, je suis torréfacteur certifié biologique. Ok, voilà, super. Donc, ce qui me permet de mettre le logo, en fait, c'est juste, c'est juste ça. Non, c'est pas juste ça. Hein, c'est aussi un contrôle très sérieux. Ouais. Oui. Et ça garantit. Par contre, moi, je suis certifié, donc je travaille avec Alpe Control, qui est une société locale, puisqu'ils sont basés à Annecy-le-Vieux. Et après, c'est sûr que tous les cafés bio, moi, en général, j'ai au moins une analyse annuelle et c'est vrai que c'est assez impressionnant quand vous voyez 8 pages de rapport, 300 produits passés au crible, phytosanitaire, machin, et que vous êtes à 0,0000. Donc c'est quand même gage de super qualité, quoi. Ah oui, non, c'est sûr. Puis c'est malgré tout, ça a eu une baisse, mais maintenant ça repart à la hausse. Hein. Depuis 2 ans, le bio est quand même malmené parce que l'Union européenne a quand même autorisé des intrants, a autorisé certains produits OGM. Ouais. Donc les gens ont eu un peu moins confiance dans le bio parce qu'ils se sont dit attends, j'achète du bio. Et puis après il y a bio et bio. Hein, de toute façon, il y a certains pays, par exemple au niveau café, où c'est compliqué d'avoir du bio. Pour quelle raison? Parce qu'en local, par exemple, là, le gars que je connaissais au Salvador, lui, il m'expliquait, il me dit, il faut savoir qu'au Salvador, le salaire moyen, c'est à peu près $200 par mois, donc 200 €, et que producteurs de café, une certification bio, donc c'est les Américains qui ont la main, une fois de plus, c'est-à-dire que c'est eux qui donnent le là, on va dire. C'est-à-dire, par exemple, un producteur de café salvadorien qui veut se certifier bio, il est obligé de passer par le USDA et donc par la certification américaine. Donc ça coûte hyper cher. Et ça coûte $10 000 par variété de café. Ils peuvent pas. Donc lui, il m'expliquait, nous on a 3 variétés de café, on a 5 variétés de chocolat. Donc il dit c'est $80 000 annuels à payer. Voilà. Donc il dit après, nous la rentabilité derrière, on va vendre notre café un peu plus cher, certes. Même avant d'amortir. Et avec vous faites le rapprochement avec un salaire à 200 €. Donc vous imaginez, nous, ce que ça serait en France, avec un salaire moyen à 2 000 €, ça serait 800 000. Donc c'est trop cher, quoi. Donc en général, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les certifications arrivent par souvent des coopératives. Donc elles vont regrouper plein de producteurs. Moi, c'est ce qui se passe. Par exemple, j'ai un café du Honduras, c'est 3200 petits producteurs. Ah oui. Parce que les petits producteurs, ce qu'on appelle un petit producteur, souvent c'est une famille. Hein. C'est un couple et des enfants. Ils ont quelques caféiers, quelques bananiers ou d'autres produits qu'ils vont cultiver. Eux, ce qu'ils vont vous produire, c'est peut-être 2 kilos de café pour moi dans l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Donc eux, ils se regroupent et puis c'est la coopérative qui, elle, va pouvoir prendre la certification. Et les aider. Voilà. Et surtout, les aider et faire en sorte. Et puis souvent, de toute façon, il y a des cafés. Moi, je disais toujours, même si aujourd'hui j'ai du café, par exemple d'Éthiopie qui est bio, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des pays où finalement il y a très peu d'intrants chimiques parce que ça coûte malgré tout cher aussi. Oui. Donc, par exemple, Madagascar, moi, mon gars là, il me dit, de toute façon, Madagascar, il me dit, ils n'ont pas assez d'argent pour mettre trop d'intrants chimiques. Donc, il me dit, c'est plus facile de faire du bio parce que déjà c'est endémique. Quand c'est endémique, ça pousse tout seul, donc on n'a pas besoin de balancer quoi que ce soit sur les arbres, de traiter. Par contre, s'il y a une maladie qui passe, il n'y aura pas de café. C'est le risque. C'est les risques. Et quels sont vos best-sellers? Est-ce que vous avez un ou plusieurs cafés C'est marrant parce que moi, ma meilleure vente, c'est un café du Brésil. Et pourquoi c'est marrant? C'est marrant parce que le Brésil, c'est le premier producteur mondial de café. C'est eux qui donnent... qui font aujourd'hui, par exemple, que les cours du café explosent parce qu'il suffit que le Brésil tousse et toute la filière de production du café s'enrhume, comme on dit. Et malgré tout, moi aujourd'hui, ma meilleure vente, c'est un café du Brésil. Alors je fais le même depuis 9 ans et c'est une super qualité et ça marche super bien. Et après, en bio, moi ce que je vends le plus, c'est un café du Mexique. Et café du Mexique en bio. Ouais. Super.
Et je crois aussi que vous proposez des coffrets découvertes. Oui, ce qui permet peut-être à nos auditeurs aussi de découvrir plusieurs variétés de café. Tout à fait, ouais, j'ai des coffrets par exemple bio, j'ai des coffrets bio conventionnels. En fait, moi ce que j'essaye de faire dans un coffret, c'est de proposer, par exemple, j'ai un coffret de base 100% Arabica où je mets un Colombie, un Éthiopie, un Brésil. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir vraiment 3 cafés typés vraiment différents, avec des intensités différentes, un Colombie très fruité, un Brésil qui est vachement sur le caramel, sur le chocolat noir, et un Éthiopie qui, lui, pour le coup, Sidamo, qui est vachement floral. Voilà. Donc ça permet de... Moi, j'ai plein de gens en fait qui commencent avec ce coffret. Oui, c'est ça, ça permet de découvrir. Parce que on voit tout de suite les 3 spectres qu'on peut avoir, et puis ça plaît, ça plaît pas. Ce qu'on préfère, voilà. Parce qu'après, les autres cafés, souvent, on va tirer un peu une... comment dire ? Je sais pas, après, si je prends Mexique, Honduras, par exemple, c'est des cafés qui sont un peu dans la lignée du Brésil, avec un côté peut-être moins intense, un peu plus épicé ou des choses comme ça, mais on reste sur des choses très chocolatées. Le Colombie, on va avoir le Pérou, un peu de Guatemala, qui sont assez proches, vous voyez. Après, ce qui va jouer, c'est l'intensité, c'est le côté plus ou moins fruité. Un Pérou va être plus citrique, voilà. Et pareil sur les Éthiopies. Alors, les cafés d'Éthiopie, eux, la grosse particularité... Bon, déjà, c'est le berceau du café. Et l'autre chose, c'est que l'Éthiopie, par contre, on va avoir les Sidamo, les Harar, les Irgachev. On est déjà sur 3 cafés radicalement différents. D'accord. Voilà, ça devient de 3 régions, certes différentes, mais aussi avec des variétés et des goûts complètement différents. D'accord. Voilà. Donc l'Éthiopie, après, c'est aussi une référence parce que les gens, c'est vrai que l'Éthiopie, ça reste un café qui est apprécié et qui est demandé. Oui, moi je suis plus Éthiopie personnellement aussi. Donc vous proposez également des thés, du chocolat, j'ai vu. Ouais. Et vous travaillez également avec des professionnels. Oui, bien sûr. Ça vous arrive. Donc comment faire si on est professionnel et qu'on souhaite travailler avec vous, on vous contacte moi, en fait, j'ai une offre, ce qu'on appelle B2B. Alors, ça peut être pour les entreprises, ça peut être pour des petits restaurants. Alors, je dis petits restaurants, petits salons de thé, parce que je suis une petite structure, donc moi aujourd'hui j'ai pas la capacité, autant être clair dès le départ. C'est-à-dire que des fois je suis contacté. L'autre jour j'ai été contacté par une très grosse brasserie à Annecy. Ça m'aurait fait tellement plaisir de bosser avec eux, mais après en fait souvent c'est qu'il y a du matériel, des machines à faire, à mettre sur le bar, comme on dit. Et bon, moi ayant travaillé chez Follier, je sais qu'eux seront vraiment largement meilleurs que moi là-dessus. Et c'est pas, pour moi, c'est un business qui est pas réalisable. Parce qu'après, il faut aussi du service. Si le client vous appelle un matin à 7h, un samedi, une machine qui marche pas, moi, si j'ai autre chose de prévu, c'est compliqué, quoi. Voilà. C'est sûr. Alors, donc, chacun à sa place. C'est ça. Donc réservé aux particuliers plus, en tout cas. Et justement, comment pouvons-nous nous procurer vos cafés ? Donc je crois qu'on peut les acheter en ligne. Soit vous venez à Saint-Pierre-d'Albigny à l'atelier, vous êtes les bienvenus. Oui. Mais après c'est très compliqué. Enfin c'est pas très compliqué, mais c'est compliqué de me trouver parce que si je suis en livraison ou en intervention technique ou des choses, j'y suis pas. Et après moi la majorité des clients en particulier en fait commandent par internet. Par internet. Ouais. Et après j'ai pas mal de points en fait relais sur Chambéry ou sur Aix. Où je peux poser les commandes, vous voyez. D'accord. Et les gens peuvent récupérer leurs commandes. Et de toute façon, toute livraison, on va dire, sur un haricot, en gros, qui va de Montmélian jusqu'à Grésy-sur-Aix, en fait, je fais de la livraison gratuite. D'accord. Mais c'est bon à savoir. Ouais. Okay. Donc les gens commandent sur Internet et mettent mise à dispo. En fait, il faut cocher la case mise à dispo ou à Chambéry ou à Saint-Pierre. Et après, moi, je prends contact avec les gens et en général, soit je pose dans un point relais, soit je livre directement. D'accord, c'est bon à savoir. Donc le site c'est cafédesalpes.fr. Avec un S à café. Avec un S à café. On fait notre petit jeu pour finir. Donc un petit jeu pour apprendre à mieux vous connaître. On répond spontanément, pas de questions pièges. Salé ou sucré ? Salé. Espresso ou longo ? Espresso. Hiver ou été ? Printemps. Café à intensité douce, moyenne ou forte ? Moyenne. Moyenne. Couche-tard ou lève-tôt ? Couche-tard. Lac ou montagne ? Lac. Fruité ou chocolaté ? Chocolaté ou fruité, les deux. Hein. Surtout dans le milieu du café, ça fait des parties des familles. Et dessert ou café gourmand ? Moi je suis plutôt café gourmand. Café gourmand.
En tout cas, merci beaucoup Pierre-Emmanuel. Merci beaucoup, ouais. Pour votre venue dans nos studios. Donc, chers auditeurs, si vous souhaitez acheter du café pure origine de qualité torréfié en Savoie, rendez-vous sur le site Café des Alpes ou à la boutique. Vous y trouverez forcément votre bonheur. C'est local et c'est bon, ça continue après une courte pause musicale et nous parlerons pâtisserie, mais pâtisserie saine et gourmande avec Mathilde Lachèvre. Au cœur de la vie locale, Aix-les-Bains Chambéry, et Lac-du-Bourget, Radio Grand Lac. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Ève sur Radio Grand Lac. Bon retour parmi nous sur Radio Grand Lac. Ce soir, dans C'est local et c'est bon, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Pierre-Emmanuel qui nous a présenté le Café des Alpes, une marque de café pure origine torréfié en Savoie, à commander en ligne ou à chercher directement dans sa boutique à Saint-Pierre-d'Albigny. Et maintenant, pour la seconde partie de notre émission, on va parler pâtisserie saine avec Mathilde Lachèvre. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Ève, merci pour cette invitation. Merci à vous d'être venue. Comment allez-vous déjà ? Super, très bien. Chaudement, comme tout le monde, j'imagine. Oh, oui. Donc, vous n'êtes jamais venu, je crois, dans les studios de Radio Grand Lac. Non, c'est la première. C'est une première et certainement pas la dernière. En tout cas, on l'espère. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous retracer un peu votre parcours ? Oui, avec plaisir. Alors, du coup, je m'appelle Mathilde Lachèvre et je suis pâtissière depuis à peu près 13 ans. Donc, c'est un métier qui est ma passion. Et ça fait maintenant 2 ans que je suis spécialisée du coup dans la pâtisserie sans gluten, sans lactose et sans sucre raffiné. Alors déjà pour moi, et ensuite ça je pouvais pas le garder seulement pour moi et surtout autour il y avait beaucoup de personnes qui me demandaient si je faisais du sans gluten, si je faisais du sans lactose. Mon père est diabétique alors il me disait j'aime bien tes gâteaux mais je peux pas en manger beaucoup. Donc du coup c'était assez frustrant pour moi et je savais vu que je l'avais testé, à quel point c'était intéressant pour notre santé de faire tous ces changements. Alors du coup, j'ai décidé de me spécialiser et d'ouvrir ça à tout le monde. Donc dans le sans gluten, sans lactose et sans sucre raffiné. Et sans sucre raffiné. Et est-ce que donc déjà vous avez suivi une formation en pâtisserie, chocolaterie aussi, je crois. Oui, exactement. Donc au départ, vous faisiez des pâtisseries classique, voilà. Et donc, petit à petit, vous êtes dirigé vers la pâtisserie saine. Alors déjà, avant de parler de l'aspect tout sain, sans gluten, tout ça, est-ce que ça a toujours été une passion pour vous, la pâtisserie ? Est-ce que c'est venu comme ça, du jour au lendemain ? Je crois que c'est bien manger qui est une passion. Oui, c'est notre passion à beaucoup. Mes parents m'ont inculqué le manger en qualité. Et ça, c'est quelque chose qui me reste encore aujourd'hui. Et bon, après, bien sûr, j'ai apporté ces changements, mais bien manger, ça, c'est ma passion. Et effectivement, j'aime beaucoup tout ce qu'on peut apporter dans la pâtisserie, les couleurs, les textures, les goûts différents. Enfin, ça, c'est vraiment un super jeu pour moi de jouer avec tout ça. D'accord. Et donc, vous avez voulu allier pâtisserie et santé. Et comment vous êtes formé sur cet aspect-là ? Puisque c'est assez complexe, non, de réaliser des pâtisseries sans gluten, sans lactose, sans sucre raffiné. Oh oui, c'est vraiment complexe. Donc, je me suis pas lancée tout de suite dans un premier temps parce que je faisais mes tests. J'ai essayé énormément de recettes que je pouvais trouver sur Internet. C'était un fiasco total, alors que je suis pâtissière quand même. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit, il n'y a pas moyen. Je vais lâcher les recettes Internet qui me font des catastrophes en résultat. Et je vais réfléchir de chaque ingrédient, quelle est sa propriété, qu'est-ce qui me donne comme texture, qu'est-ce qui me donne comme goût, quelles sont toutes ces fonctions. Et avec mes recettes de base, donc de pâtisserie classique, du coup, j'amenais tous ces éléments. Donc tous les éléments que je voulais retirer, donc à base de gluten, donc les farines, à base de lactose, le beurre, la crème, tout ça, le sucre raffiné. J'ai regardé toutes leurs fonctions et
qu'est-ce que j'avais comme autre ingrédient à ma disposition pour remplacer ces ingrédients. Qui avaient les mêmes fonctions. Avec les mêmes fonctions, voilà. Donc ça a été de longues heures dans ma cuisine à faire des essais, des belles surprises et des moins bonnes surprises, des dégustations complètement ratées et vraiment des délices. Et du coup, voilà. Donc je me suis formée finalement toute seule, mais avec l'aide aussi de nutritionnistes, des personnes qui m'aiguillent sur un peu les faux amis de la nutrition et ce qui est vraiment intéressant. D'accord, donc des nutritionnistes vous accompagnent en plus dans cette démarche. Oui. Ok, super. J'ai envie de dire que maintenant, ça y est, il peut avoir de la pâtisserie qui est associée à de la nutrition et ça, je trouve ça quand même incroyable. Et de la pâtisserie gourmande, bonne. Voilà, pas des trucs il y a secs. Zéro compromis avec ce que je fais. Comme quoi, c'est possible. Voilà. Exactement, c'est possible. Et donc, qu'est-ce qu'un sucre non raffiné, justement ? Alors du coup, le sucre non raffiné, ça va être celui qu'on trouve partout. Il est clairement partout. Donc c'est le sucre blanc issu de la betterave. Ça va être le sucre de canne. Malgré qu'il ait une petite couleur, c'est un sucre qui est raffiné. En fait, il va avoir énormément de process de transformation pour en arriver à extraire la molécule sucrante en masse. C'est-à-dire qu'avec peu d'ingrédients de base, par exemple la betterave, avec une betterave, ils vont réussir à en extraire et à multiplier ce sucre-là. D'accord. Et ça, plus on s'éloigne du naturel, en gros, et plus c'est néfaste pour notre corps. Et donc, ça augmente la glycémie. Du coup, arrive derrière l'impact sur la glycémie. On est sur de la molécule pure de sucre. Hein. Donc, du coup, dès l'instant où on prend 1 gramme, on se prend le 100% des méfaits du sucre. Des méfaits du sucre. Ouais. Et du coup, les alternatives au sucre raffiné ? Alors, il y en a plusieurs. Ça dépend. Donc, moi, j'utilise certains sucres et pas d'autres. Ça dépend du résultat que je veux avoir. Il y a le sucre de coco qui est vraiment hyper intéressant. Par contre, il a l'inconvénient d'être assez colorant et avoir un fort goût. Donc, si je le mélange à de la vanille, ça va vraiment pas être un bon choix. Il va prendre le dessus sur ma vanille. Alors, du coup, je vais m'orienter sur un sucre qui est beaucoup plus doux. Donc, soit peut-être un miel très doux. Ou sinon, ce que j'aime bien utiliser, c'est le sirop d'agave. Le sirop d'agave est vraiment hyper intéressant et neutre en goût et neutre en couleur. Comme ça, ça me permet, encore une fois, de pas faire le sacrifice entre le sain et l'aspect visuel. Oui. Finalement, j'ai des vraies couleurs naturelles qui ont du peps et tout ça, avec un sucre qui ne prend pas le dessus sur la couleur. Oui, le sirop d'agave est réputé pour être cette alternative saine au sucre. Et d'ailleurs, c'est un fort pouvoir sucrant, il me semble. Oui. Ouais. Et donc, voilà, les avantages à réduire sa consommation de sucre. Donc, on veille à sa glycémie, qu'elle ne parte pas en hausse. Exactement. Donc, il y a un enjeu qui est pour moi l'urgence absolue, au-delà du gluten et du lactose. Pour moi, l'urgence absolue, c'est de réduire son sucre dans notre alimentation. Parce que déjà, les industriels en mettent partout. Parce que c'est quelque chose au niveau cérébral qui fonctionne très bien avec les addictions. Donc, si on est addict à un produit industriel, les industriels, ils se frottent les mains et ils se disent « Parfait, ils vont revenir ». Donc, et puis même pour la suite, notre corps, faut lisser au maximum tous les pics glycémiques. Quoi qu'il arrive, dès l'instant où on mange quelque chose, on va jouer sur notre glycémie. Ça, c'est inévitable. Mais par contre, l'idée, c'est de ne pas avoir les pics énormes de glycémie qui, ensuite, étant donné que notre corps, il aime pas ce pic de glycémie, il va développer beaucoup d'énergie pour réduire tout ce sucre. Et sauf qu'une fois qu'il a réduit tout ce sucre, il est épuisé. En fait, on se retrouve à avoir mangé quelque chose pour se donner de l'énergie, quelque chose de sucré pour se donner de l'énergie. Et en fait, 3 heures après, 2 heures et demie après notre digestion, on est plus fatigué que notre point de départ. Et ça va provoquer un stress dans notre corps. Et notre corps va nous demander de reconsommer du sucre parce que il est en stress, il est en manque. C'est un peu comme la drogue finalement. C'est une sorte de drogue. C'est une sorte de drogue. Et du coup, finalement, toute la journée, on va faire des pics et des pics et des pics de glycémie. Donc, niveau stress, niveau énergie, on est complètement dans les chaussettes. Voilà. Bon. Alors déjà, on sait qu'il faut réduire sa consommation de sucre. Et ensuite, pour le gluten, alors,
c'est vrai que la farine de blé contient du gluten. Il y a d'autres céréales qui contiennent du gluten. Et c'est vrai que moi-même, j'ai tenté l'expérience de faire des pâtisseries sans gluten. Ça a été une catastrophe. Et donc, quelles sont les alternatives la farine de blé classique? Alors, il y a plein de farines possibles. C'est extrêmement complexe de vous en conseiller une. Clairement, moi, dans mes recettes, je n'utilise jamais une seule farine. Je fais toujours un mélange de plusieurs farines parce que la farine de blé est unique, très pratique. Elle n'a pas forcément de goût. Elle est très polyvalente. Par contre, les alternatives sont pas aussi polyvalentes. Donc, je vais utiliser la farine de riz, la farine de maïs, la fécule de maïs. Une farine qui est très très intéressante, c'est la farine de manioc. Elle est vraiment très intéressante pour apporter du moelleux sans apporter un goût très fort. Après, j'aime beaucoup aussi travailler la farine de châtaigne avec dans un cake que je propose, un cake à la châtaigne et à la pomme, ça se marie super bien. La châtaigne en plus est vraiment intéressante pour la glycémie, ça permet de retarder justement l'absorption du sucre dans notre corps. Enfin, c'est assez infini au niveau des farines, mais vraiment ne pas se baser que sur une seule farine. D'accord. Sinon, il faut faire des mélanges. Ouais. Ok. Et enfin, les alternatives aux produits laitiers. Parce qu'en France, waouh. Se passer de beurre, de lait, de crème. Alors, dans le beurre, il y a très peu de lactose, finalement. Parce qu'on a concentré la matière grasse pour faire le beurre. En fait, cette matière très solide. Donc, finalement, il y a moins de lactose. Il y en a quand même. Donc, au pire, si vous savez vraiment pas faire sans beurre, autorisé. C'est pas trop la catastrophe. Le mieux, c'est de pas le mettre, mais c'est pas trop la catastrophe. Après, moi, à titre professionnel, du coup, j'utilise de la crème végétale à base de protéines de lentilles. Je savais même pas que ça existait. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant comme matière. Par contre, c'est quelque chose qu'on trouve en tant que pro. Ouais. Par contre, en tant que particulier, ce que vous pouvez trouver, c'est de la crème de coco qui se monte. Donc, ça a un petit peu de goût. Après, si vous aimez la coco, ça va être un petit peu délicat, mais ça se marie très facilement à plein de saveurs. Donc là, on peut aller chercher du coup des chantilly à base de crème de coco. Pour le lait, il y a tous les oléagineux que l'on peut transformer en lait végétal. Soja, amandes. Oui, noisettes, pécan, cajou. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. En plus, c'est ultra simple. Il suffit juste de mettre. En plus, vous pouvez varier du coup l'intensité de votre lait végétal, mais il suffit juste de mettre par exemple, l'amande. Si vous la voulez avec un peu plus de goût, il faut la faire torréfier. Vous la mettez dans l'eau. Ensuite, une fois torréfiée, et vous mixez ça. Et après, il suffit de le filtrer. Et là, vous avez fait une super économie. Et en plus, vous avez créé votre lait végétal vraiment super simplement. Surtout que les laits végétaux du commerce sont surtout bourrés d'eau. Oui. Voilà, et pas concentrés, et ça coûte hyper cher. Voilà. Et c'est pas forcément effectivement quelque chose de compliqué à faire. Et en plus, il peut avoir du sucre. Voilà. Donc là, on gère les ingrédients, les ingrédients que l'on met dedans, de l'eau et le fruit oléagineux que l'on souhaite. Super. Et j'ai vu autre chose qui m'a interpellée. Vous utilisez du chocolat cru. Oui. Alors qu'est-ce que c'est que du chocolat cru ? Le chocolat cru, en fait, c'est des fèves de cacao qui sont pas torréfiées avant la transformation du chocolat. Et du coup, ça nous permet de ne pas avoir une acidité au niveau de la digestion. La torréfaction apporte une acidité au niveau de la digestion qui est, selon moi, un peu à doser. À même éviter, parce que c'est dans un milieu acide que va se développer un petit peu toutes les bactéries, tout ça. D'accord. Donc j'évite. Et de plus, le goût du chocolat cru est quand même hyper intéressant. On a ce côté vert en début de bouche et une intensité de saveur par la suite qui est bluffante, ouais. Je crois que j'en ai jamais goûté. Ça doit être assez impressionnant, du coup. Ouais, et il y a une super. Alors, je vais faire une petite pub, mais il y a une super chocolaterie qui est à Sillingy, je crois. Ça s'appelle Poco à Poco. Je me fournis là-bas et en fait, ils font un chocolat cru
Alors attention, dans le chocolat, il y a du sucre aussi. Oui. Et en fait, dans leur chocolat cru, ils le font au sucre de coco. Donc D'accord. pour moi, c'est absolument parfait. C'est parfait. Ouais, Ok. ça regroupe tous mes critères. Ça- Donc je me fournis là-bas et j'adore leur chocolat. Ils sont d'une gentillesse incroyable. Poco et Poco. Poco à poco. Poco à Poco. Acide lingie. Ok, bon bah c'est bon à savoir. Et donc au-delà de l'acidité, il y a un autre intérêt. Oui, donc le sucre, du Donc- chocolat cru. Alors, vous pouvez trouver du chocolat cru avec un sucre de canne qui est raffiné. Donc ça, il faut faire attention, il faut bien regarder ce qu'il y a derrière. Après, il y a aussi les minéraux que l'on retrouve. Enfin, c'est beaucoup plus conservé. Du coup, le produit est beaucoup moins transformé. Donc, il garde toutes ses propriétés. D'accord, oui, forcément, logique. Donc vous l'avez dit, hein, c'est assez compliqué de cuisiner ainsi. Quelles sont les difficultés majeures que vous avez rencontrées ou peut-être que vous rencontrez encore à cuisiner ainsi? Quand je fais des nouvelles recettes, surtout sur les cakes, je peux vite me retrouver avec des résultats très tassés. Ouais. Donc, je me retrouvais avec une brique, hein, même encore aujourd'hui, si je prends une recette que je ne connais absolument pas, il peut avoir vraiment des mauvaises surprises, quoi. Mais donc du coup, l'idée c'est d'avoir vraiment du moelleux dans ces préparations. Donc ça, des fois, ça me pose encore un petit peu souci, mais de moins en moins parce que je connais de plus en plus les farines, leurs propriétés, leur rôle et tout ça. Surtout que vous utilisez quand même encore des œufs dans certaines de vos recettes. Oui. C'est sans sucre raffiné, sans gluten et sans lactose, mais c'est pas vegan. Voilà. Donc, Je peux faire des recettes véganes, mais c'est pas ce que je on va dire, je fais pas ma publicité dessus. Oui, quoi. c'est déjà pas mal. Hein. Oui, je trouve que déjà quand on retire 3 éléments indispensables de la cuisine française, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Et donc vous l'avez dit, hein, il y a une demande croissante pour ces alternatives. Donc vous répondez à des commandes spécifiques pour des mariages, des baptêmes, ce genre de choses? Oui, alors mon entreprise, elle se scinde en 2 activités. Il y a la partie je vous apprends à le faire. Et en fait, je donne des cours, des ateliers où je permets à mes participants d'apprendre à faire des choses simples du quotidien. Par exemple, samedi, à la fin de la semaine, il y a un atelier où j'apprends à faire du pain brioché et des encas énergétiques. Donc, c'est des choses qui sont très simples à faire. C'est juste qu'il faut avoir les bons codes et les bonnes recettes. Voilà. Et il y a la partie je le fais pour vous. Et donc là, je fais des gâteaux à partir de 8 personnes pour les événements. Donc ça peut être aussi bien une soirée entre amis, un repas de famille, les baptêmes, les anniversaires, les mariages. Voilà. Mais seulement à partir de 8 personnes et après, pas de limite. Et après, pas de limite. C'était justement l'une de mes questions. D'accord. Ah oui, vous avez déjà géré des grosses commandes, j'imagine, pour des mariages. Oui. Cet été, j'ai fait un baptême de 80 personnes. Ouais, c'est donc vous imaginez bien aussi que dans les 80 personnes, il n'y a pas 80 personnes d'intolérants. Oui, mais... Et pourtant, tous se sont régalés. Et du coup, j'avais fait 2 sortes d'entremets. Un à la mangue, travaillé avec de la vanille et du gingembre. Avec des belles rosaces de mangue en décor, et l'autre avec un crémeux au chocolat cru, justement, et une mousse à la vanille à la fève de tonka. Avec des éclats de chocolat cru dessus. Enfin, c'était vraiment sympa. Et tout ça, pour le rendre plus festif, j'avais fait une structure où, du coup, on empile les gâteaux les uns sur les autres, et ça fait vraiment comme une pièce montée. Ouais, d'accord. Ah oui. Et donc, si on souhaite passer commande pour un mariage ou quoi, comment on procède? Combien de temps en avance est-ce qu'on vous prévient? Alors, pour les gâteaux qui sont en petit nombre, je dirais 3 jours à l'avance, c'est bien. Ah, ouais, ok. Moi, c'est bon, ça va bien dans mon organisation. Après, forcément, pour les gâteaux qui sont de 100 personnes ou plus, c'est sympa de me prévenir 1 mois, 2 mois à l'avance quand même. Ouais. Ou plus. C'est encore mieux. Ou plus, c'est intéressant quand même. On peut travailler, faire des dégustations, affiner votre demande et tout ça. Donc ça, c'est vraiment cool. Et comment me contacter? J'ai Insta, j'ai Facebook. Il y a mon numéro qui est disponible, et il faut pas hésiter à m'appeler. Moi, j'adore discuter avec les gens, donc super. Voilà, faut avec pas grand hésiter. plaisir. Faut pas hésiter. Et du coup, combien de créations proposez-vous? Donc je fais des cartes à la saison.
Donc à chaque saison, je change les produits et il y a 5 propositions. Après, encore une fois, si vous avez une demande particulière, je fais aussi du sur-mesure. D'accord, ok. Et justement, la carte du moment, qu'est-ce que c'est ? La carte du moment, elle est donc le best-seller en ce moment, c'est la tarte au citron. Donc il y a une pâte sablée avec une crème de citron jaune, un onctueux de citron vert et une gelée de calamandy. Donc celle-ci, elle fait carton. Calamandy, c'est un autre agrume ? C'est un autre agrume. En fait, c'est un petit citron vert et quand on le coupe, la chair est orange dedans. D'accord. Ah oui, ok. Et c'est vraiment très intéressant comme saveur et ça se marie super bien. Ça apporte vraiment bien du peps et j'ai de très très bons retours dessus. Et après, la suite, je l'ai pas encore dévoilée. D'accord. Mais il va avoir un cake au thé matcha avec un cœur de citron dedans. Il va avoir une charlotte aux fruits rouges. Et je vais travailler également un entremets au chocolat, certainement avec du cassis. D'accord. Et il m'en manque un. Oui, le fraisier. Le fraisier. Un fraisier avec un lait d'amande qui fonctionne très très bien aussi. Tout ça pour nous rafraîchir avec l'été qui arrive. Il y en a pour tous les goûts, du fruité, du chocolaté. Et quelle a été votre création la plus originale ? Eh ben, je pense que c'est celui à la mangue avec du gingembre, du citron, de la vanille. C'était pas gagné d'avance que ça allait fonctionner aussi bien. Et finalement, quand les gens osent, ils sont revenus. Super. Et celui-ci a vraiment très très bien fonctionné. Il a très très bien fonctionné. Et donc, parmi toutes ces créations, laquelle est la plus facile à réaliser et laquelle est la plus difficile ? La plus difficile, ça va être les cakes et le pain. Maintenant, j'arrive à faire du pain. J'ai travaillé de longues heures dessus, mais maintenant, il y a du pain à faire. Et la plus facile, ça va être tout ce qui va être tarte aux fruits. Ça, c'est très facile à faire. C'est très facile à faire. Ouais. Ok. Et ça marche toujours. Et donc, vous l'avez dit, vous proposez également donc des ateliers toutes les semaines, toutes les 2 semaines, une fois par mois. Ça se passe le samedi. Donc là, ce mois-ci, il y a eu 3 dates. D'accord. Donc le samedi, donc il y en a une à la fin de la semaine. Le 28, il y a 2 créneaux de possibles, un à 10h et l'autre à 14h30. D'accord. Et donc après, il va falloir que je programme mes autres dates avec les nouveaux thèmes qui vont se dessiner par la suite. Ouais. Et vous accueillez jusqu'à combien de personnes lors de ces ateliers ? Combien ça coûte à peu près ? Alors, on est en général, selon le thème, entre 4 et 10 personnes. D'accord. Et donc, c'est des ateliers qui durent à peu près 3 heures. Donc, je vous transmets... déjà, les participants font vraiment les choses. Ils me regardent pas faire. Moi, je ne fais rien à part superviser, les guider, leur donner les astuces, répondre à toutes leurs questions. Donc, moi, je les guide. Eux, ils le font. Ils repartent avec leur création, avec leurs recettes. Et au cours de cet atelier, je leur offre une dégustation. Parce que le faire, c'est bien, et le manger, c'est encore mieux. Et donc, j'ai pas envie d'attendre que ça refroidisse ou quoi que ce soit. Donc, du coup, je leur offre une dégustation. Super. Au niveau tarif, on est à 127 € par personne. D'accord, super. Donc, pour s'inscrire, on vous contacte aussi directement. Ok, super. Et dernière petite question pour vous connaître un peu plus. Quel est votre dessert préféré ? Dans ce que je fais ou en règle générale ? En règle générale. La mousse au chocolat. La mousse au chocolat. La mousse au chocolat, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et après, dans les plus belles propositions que j'ai fait, c'est vrai que je rejoins l'avis de mes clients. La tarte au citron est quand même sympa. La tarte au citron est sympa quand même. Ça marche. Donc, on peut vous suivre sur Instagram, sur Facebook, soit pour vous faire une commande, soit pour s'inscrire à un atelier. Ouais. On va terminer avec notre petit jeu. Avec plaisir. Alors, couche-tard ou lève-tôt ? Lève-tôt. Mousse au chocolat ou tarte aux fraises ? Mousse au chocolat. Voilà, forcément. Lac ou montagne ? Lac. Petit déjeuner ou goûter ? Goûter. Hiver ou été ? Hiver. J'aime trop le froid. Et fruité ou chocolaté ? Chocolat.
Chocolat, forcément. En tout cas, merci beaucoup Mathilde pour toutes ces informations appétissantes. C'est déjà la fin de notre émission C'est local et c'est bon. Merci encore à mes invités de ce soir, donc Pierre-Emmanuel du Café des Alpes et Mathilde de la Chèvre. Donc je répète, si vous souhaitez acheter du café pure origine torréfié en Savoie, rendez-vous sur cafédesalpes.fr. Et si vous aimez vous faire plaisir, mais que vous souhaitez également prendre soin de votre santé, n'hésitez pas à contacter Mathilde de la Chèvre qui réalise de délicieuses pâtisseries saines, sans lactose, sans gluten et sans sucre raffiné. Et apprenez également à les réaliser à ses côtés lors de l'un de ses ateliers. N'hésitez pas à vous rendre sur leurs réseaux sociaux pour suivre leurs actualités. Et prochaine émission en direct demain sur Radio Grand Lac à 12h05, Your English Weekly. Et quant à moi, je vous retrouve le 7 juillet avec Dimitri et Sylvain qui vont nous présenter les complices traiteurs. Merci chers auditeurs de Radio Grand Lac, 92.1 FM et aussi en DAB. Pour votre fidélité, très belle soirée et à bientôt sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac en DAB. Une écoute de qualité qui fait toute la différence.